Un sinistre arrive, que ce soit un incendie, une inondation ou même une sécheresse. Le premier réflexe, bien sûr, c'est d'appeler son assurance. Et c'est là que tout commence. Un processus qu'on appelle l'expertise d'assurance. Et croyez-moi, c'est bien plus complexe que ça en a l'air. Allez, on va commencer par le point le plus important, celui qui change toute la perspective. L'expert qui est envoyé par votre assureur n'est pas un juge de paix. Il est payé par la compagnie d'assurance, il travaille pour elle. C'est un détail qui n'en est pas un. La définition officielle, elle, est très claire. On cherche la cause, on estime les dégâts, on calcule les réparations, et hop, on détermine l'indemnité. Sur le papier, c'est simple, c'est logique, mais dans la réalité du terrain, c'est une autre histoire. Alors voilà ce qu'on va voir ensemble. On va d'abord regarder la réalité de cette expertise, puis on décortiquera le processus et ses nombreux pièges, on verra aussi quels sont les droits et les recours possibles, et enfin on parlera de la solution, l'expert d'assuré, et on prendra l'exemple du cabinet AEB 360. Bon, le vrai problème de fond, il est là. Il y a un conflit d'intérêts qui rend la situation totalement déséquilibrée dès le départ. En fait, il faut voir l'expertise moins comme une simple évaluation technique, et plus comme une négociation. Une négociation à très forts enjeux. D'un côté, on a une institution financière avec ses experts, ses juristes, dont le but est de maîtriser les coûts. Et de l'autre, on a une personne, peut-être un chef d'entreprise, qui a tout perdu, qui n'y connaît rien en droit des assurances et qui veut juste reconstruire sa vie. On voit bien que le rapport de force n'est pas du tout le même. Maintenant, regardons concrètement comment ça se passe, étape par étape, et surtout où se cachent les pièges. Le processus, il est très cadré. Déclaration, préparation, visite, chiffrage et rapport. Chaque étape a son importance, et la moindre erreur à l'un de ces moments peut coûter très cher sur l'indemnisation finale. Voilà un point absolument crucial que beaucoup de gens ignorent. La charge de la preuve, elle repose sur l'assuré. C'est le Code civil qui le dit. En clair, ce n'est pas à l'expert de deviner la valeur de ce qui a brûlé, c'est à la victime de le prouver, avec des factures, des photos, des devis, un dossier en béton. Sans preuve, il n'y a pas d'indemnisation. C'est aussi simple et brutal que ça. Et maintenant, attention, on arrive au premier grand piège. C'est l'arme la plus redoutable de l'assureur pour faire baisser la note. Ça s'appelle la vétusté. Quand on regarde ces taux, on comprend vite le problème. 20 à 30% par an pour du matériel informatique, ça va très très vite. Les assureurs utilisent des grilles toutes faites qui ne reflètent pas du tout l'état réel des biens. Une machine bien entretenue peut être considérée comme bonne à jeter simplement à cause de son âge sur le papier. Et ça fait chuter l'indemnisation de manière drastique. Même si le contrat prévoit une valeur à neuf, il faut bien comprendre que le paiement se fait en deux fois. D'abord, on reçoit une indemnité immédiate, amputée de la vétusté. Et seulement après avoir fait les travaux, sur présentation des factures, on récupère éventuellement une partie de cette vétusté. En attendant, il faut avancer l'argent. Et souvent, il y a un plafond, donc on ne récupère même pas tout. Un autre piège, c'est tout ce qu'on ne voit pas au premier coup d'œil, les dommages indirects. Pour une entreprise, la perte d'exploitation, c'est-à-dire le chiffre d'affaires perdu pendant les travaux, peut être bien pire que les dégâts matériels. Pour un particulier, ce sont les frais de relogement. Et ces postes-là sont souvent oubliés ou minimisés. Alors là, méfiance absolue. L'offre de règlement rapide. Quand on est sous le choc dans l'urgence, on a envie que ça se termine vite. L'assureur le sait et peut proposer un chèque rapidement. Mais attention, accepter, c'est souvent signer un accord définitif qui empêche toute réclamation future, même si on découvre d'autres dégâts plus tard. Bon, le tableau peut sembler un peu noir. Mais alors, que faire? Est-on complètement démuni face à ce système? Heureusement, non. La toute première chose à faire, la règle d'or, c'est de ne toucher à rien. Il ne faut rien jeter, rien nettoyer, rien commencer à réparer avant le passage de l'expert. Chaque objet calciné, chaque mur noirci est une preuve. Toucher à la scène du sinistre, c'est détruire ses propres preuves et affaiblir son dossier. C'est sans doute l'erreur la plus répandue. Croire que le rapport de l'expert est la conclusion de l'histoire. C'est faux. Le rapport de l'expert n'est qu'une proposition de l'assureur, rien de plus. Il faut donc le savoir. On a le droit fondamental de contester cette proposition. Et pour ça, il y a des procédures bien établies. La principale, c'est ce qu'on appelle l'expertise amiable contradictoire, c'est-à-dire faire appel à son propre expert. Après, on peut aller jusqu'à la tierce expertise ou même l'expertise judiciaire. Clairement, la première étape, la plus intelligente, c'est la contre-expertise amiable. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus rapide. On parle de semaines ou de mois, contre plusieurs années pour le judiciaire, et c'est bien moins cher. C'est la voie privilégiée pour obtenir un rééquilibrage efficace.
Et ça nous amène donc tout droit à la vraie solution pour inverser le rapport de force, mandater son propre expert, un expert d'assuré. Il existe des cabinets spécialisés là-dedans, comme AEB 360, dont le métier est justement de représenter les assurés pour s'assurer que le jeu soit équitable. La différence, elle est là, et elle est fondamentale. L'expert d'assurance défend les intérêts de celui qui le paie, l'assureur. L'expert d'assuré, comme celui d'AEB 360, n'a qu'un seul client, qu'une seule mission, défendre bec et ongle les intérêts techniques et financiers de la personne sinistrée. La loyauté change de camp. La grande force de ces experts, c'est leur double compétence. D'abord, une connaissance technique très pointue, qui leur permet de discuter d'égal à égal avec l'expert de l'assurance. Et ensuite, une capacité à intervenir partout. En fait, leur simple présence à une réunion d'expertise change radicalement la dynamique. On ne passe plus d'un monologue à une discussion entre professionnels. Finalement, la seule question qui vaille, c'est celle-ci. Après un sinistre, au moment où on a le plus besoin d'aide, qui est vraiment là pour défendre son patrimoine ? S'assurer d'avoir un expert de son côté, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour obtenir une indemnisation juste et complète.